Et pour cette édition, chers auditeurs, vous le savez, le mercredi, on retrouve Stanislas Rigaud. Bonjour Stanislas. Bonjour à toutes. On est aussi avec le reste de l'équipe et puis on commence par un édito sur Retailleau, si je ne m'abuse. Oui, exactement. Je voulais vous parler ce matin de l'élection des LR, puisque souvenez-vous, en 2022, Valérie Pécresse atteignait un score absolument désastreux. Elle faisait moins de 5% à l'élection présidentielle. En juin dernier, à la fin des européennes, la liste conduite par François-Olivier Bellamy réalisait le score de 7%. Et alors, à ce moment-là, qui imagine que le salut viendra des Républicains ? Qui imagine alors Michel Barnier à la tête du gouvernement? Qui imagine alors que Bruno Retailleau sera l'homme providentiel? Personne, vraiment personne. Pourtant, le 21 septembre 2024, tout bascule pour un homme, c'est Bruno Retailleau qui devient le nouveau ministre de l'Intérieur. Et là, avec une certaine sincérité, il faut bien le reconnaître, avec un plan de com maîtrisé, il devient le ministre de l'Intérieur le plus populaire depuis des décennies. Il truste alors la place dans les classements de popularité, il devient l'homme symbole du gouvernement. Tout le monde ne parle que de lui et tout lui sourit, sauf une personne, Laurent Wauquiez. Alors Laurent Wauquiez qui est l'éternel espoir de la droite dite républicaine, qui est l'homme de tous les combats qu'il ne mène pas et qui a pour ambition évidemment d'être président de la République en 2027. On lui souhaite d'ailleurs bien du courage, on l'embrasse ce matin, pour atteindre cet objectif. Alors, Bruno Retailleau, sa popularité aidante, ses proches, son entourage, la base électorale l'encouragent à mener bataille pour la présidence des Républicains. Et Laurent Wauquiez, consciemment ou non, lui tend un piège plutôt subtil, puisqu'il lui dit que s'il va à la présidence des Républicains, il lui mènera à la guerre. Alors à ce moment-là, Bruno Retailleau a deux options. Soit il y va et il accepte de mener cette énième guerre à droite, soit il n'y va pas. Et dans ce cas-là, le message sous-jacent, c'est qu'il aurait eu peur, de Laurent Wauquiez et donc de l'affronter pour cette présidence. Alors évidemment, il y va. Il y va finalement, il mène campagne, ça vient de commencer il y a quelques jours. Les couteaux sont en train de s'aiguiser malgré les déclarations des uns et des autres. Mais ce matin, je voulais surtout vous expliquer pourquoi, selon moi, même si la campagne ne fait que commencer et que personne n'est Madame Irma autour de ce plateau, à ma connaissance du moins. On a des talents cachés. Mais je sais bien, c'est pour ça que je reste prudent sur cette... C'est vraiment la seule chose sur laquelle je suis très prudente ce matin. C'est Franck, Madame Irma. Et on embrasse Franck également. Merci, c'est gentil, oui, je vous vois. Et je vois l'avenir. Et donc cette campagne se mène, je perds mon fil à cause de Madame Irma. Et donc oui, ce matin, je vais surtout vous parler de la première erreur, selon moi, de Bruno Retailleau. C'est d'accepter ce combat à la présidence des Républicains, puisqu'en réalité, il n'a quasiment que des coups à prendre. Et surtout, s'il gagne, il va s'attacher les Républicains, mais qui dit Républicains dit les boulets qui vont avec. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Jean-François Copé et tant d'autres. Mais surtout, en rentrant à la tête des Républicains, il perd sa liberté de ton. Il va perdre ses qualités, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas Bruno Retailleau, le LR, qui est populaire. C'est Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui l'est. Et donc, en faisant cela, il va se retrouver avec des gens comme Xavier Bertrand, qui, en cas de second tour RN communiste, choisit les communistes. Bruno Retailleau va devoir donc défendre aussi cette ligne-là. Et à l'inverse, évidemment, s'il perd, ses ambitions sont quasi anéanties, puisqu'il n'aura pas la main sur l'appareil des Républicains qui décidera vraisemblablement du candidat pour 2027. Alors vous pourriez me dire légitimement que tout ça, c'est leurs affaires, que c'est une énième guerre à droite, dans la droite dite de gouvernement, que l'on s'en fiche. En réalité, pas tant que ça, pour une raison qui me paraît majeure, qui me semble majeure. Bruno Retailleau a, je crois, le courage de dire certaines choses, qui sont dites évidemment par beaucoup d'autres, mais c'est la première fois depuis des années qu'à Place Beauvau, on entend enfin un discours ferme, un discours autoritaire, et avec un homme qui, en plus de cela, sur les sujets conservateurs, reste droit. Mais à la tête des LR, il se retrouverait prisonnier, et la question qu'on a envie de poser à Bruno Retailleau, c'est servir ses idées... C'est très bien, c'est-à-dire ses idées en étant capable d'allier conviction et stratégie, c'est encore mieux. Et si en 2024, il a été capable, pour l'intérêt des Français, comme il l'a expliqué lui-même, de rallier le camp central, on espère qu'en 2027, il sera capable plutôt de rejoindre le camp national.
Stanislas, est-ce que vous pensez que Bruno Retailleau est à sa place chez les Républicains? Vous avez parlé de toutes ces figures, Copé, Pécresse, Xavier Bertrand. C'est vrai qu'on a du mal à mettre Bruno Retailleau dans le même sac que tous ces gens-là, même Laurent Wauquiez. Bah oui, d'ailleurs, c'est ce que j'allais vous dire. J'ai évidemment un peu été provoquant sur Laurent Wauquiez, mais ces gens-là, on se demande encore ce qu'ils font là. Et je crois qu'ils vont s'exposer au même risque et au même problème que François-Xavier Bellamy a eu pendant sa campagne et en 2019 et en 2024, à savoir que l'on sera tous capables de lui reconnaître des qualités, de leur reconnaître des qualités, en l'occurrence pour Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, mais qu'à la fin des fins, on n'aura pas envie de voter pour des gens qui sont soutenus par ceux qui ont détruit le pays. Si l'on est honnête 2 secondes, Bruno Retailleau, c'est vrai, parle beaucoup. Dans les faits, il ne peut pas agir autant que nous voudrions, autant que nous le souhaiterions, mais j'imagine que lui aussi est frustré de ne pas pouvoir aller plus loin. Mais s'il est sincère dans sa démarche, le seul camp en tout cas qui lui permettra de mettre à bien sa politique, ce n'est pas les Républicains. Ils ont eu l'occasion, les Républicains, enfin l'UMP à l'époque, d'exercer cette politique. Ils ne l'ont jamais fait. Dans certaines régions, on voit ce qui se passe avec les Républicains. Dans certaines villes, on voit ce qui se passe avec les Républicains. Et ce n'est pas la hauteur de l'enjeu qui nous occupe aujourd'hui. Et puis il y a un fossé entre précisément la popularité grimpante de Bruno Retailleau et celle des Républicains. Il y a encore quelques mois, même au moment des législatives, on expliquait que les Républicains, désormais, c'était la dernière roue du carrosse. Donc ils risquent de se griller pour un parti qui est quand même en perte de vitesse. Après, d'un autre côté, c'est ce que nous disait Charles Alonque ce matin, il a peut-être la volonté d'essayer de se garantir une place pour durer dans la vie politique, parce que le jour où il quitte Beauvau, qu'est-ce qu'il devient, Bruno Retailleau, s'il n'est pas président des Républicains? Il reste sénateur, et puis surtout, à un moment donné, la République des postes, c'est très bien, mais la République des convictions, c'est peut-être un peu mieux. Moi, encore une fois, je ne lui fais pas le reproche de rester à Beauvau, puisqu'il tente, tant bien que mal, d'appliquer une certaine ligne politique. Et en tout cas, idéologiquement parlant, sur les questions qui sont liées à son ministère, à savoir le ministère de l'Intérieur, je ne vois pas ce que l'on peut lui reprocher idéologiquement parlant. Évidemment, dans les faits, on attend tous plus, parce qu'on est pressé, et qu'on a bien raison de l'être. Simplement, encore une fois, en voulant absolument être président d'un parti qui en réalité est un syndicat d'élus aujourd'hui, il ne va qu'accroître le sentiment de méfiance à l'égard des politiques qui, justement, et vous avez rappelé, vous m'avez appris ce qu'a dit le député Aloncle, et il a raison. Il a raison. Je pense que Retailleau aurait d'autres choses à faire, mais s'il s'accroche à Beauvau et au poste des Républicains pour exister à titre individuel, c'est une erreur selon moi. Et est-ce que justement, en restant chez LR, est-ce que Bruno Retailleau n'incarne pas d'une certaine façon un certain barrage à une droite dure? Pourquoi, par exemple, s'il rejoindrait, je sais pas, s'il renouerait avec Éric Ciotti, par exemple, est-ce que ce serait peut-être pas la meilleure signification pour enfin s'unir et donc faire de réelles choses et répondre aux demandes des Français, accessoirement? Moi, je considère en plus qu'au premier tour, on choisit, au second tour, on élimine. C'est le principe des scrutins à 2 tours. Moi, la question que j'ai envie de poser à Bruno Retailleau maintenant, c'est que fait-il en cas de second tour entre un centriste et un candidat du camp national, que ce soit Éric Zemmour ou quelqu'un d'autre, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Éric Ciotti, qui vous voulez. Mais c'est la question qu'on a envie de lui poser. Aujourd'hui, Bruno Retailleau, il n'est pas au second tour. Donc que fait-il au second tour? S'il fait comme Xavier Bertrand, on est mal. Et c'est là où je vous dis qu'à la tête des Républicains, que la présidence des Républicains a un impact pour nous. On l'a vu aux dernières législatives. On a parlé du cordon sanitaire. Ceux qui l'ont réactivé, paradoxalement, c'est les Républicains. Quand Ciotti choisit, avec Guillaume Carayon, d'autres, vous avez parlé d'Aloncle, de rejoindre le camp national à ce moment-là, ceux qui mettent la première pierre du barrage, c'est les Républicains en ne rejoignant pas ce mouvement-là. Puisqu'à ce moment-là, les gens se disent, toi, si même Retailleau et Bellamy ne bougent pas avec Ciotti et compagnie, ça veut dire qu'il y a quand même un vrai problème avec Le Pen et Bardella. Est-ce que c'est pas leur seule façon d'exister au LR? Parce qu'aujourd'hui, quel est leur intérêt? De quelle façon est-ce qu'ils peuvent se démarquer si jamais leur voix, c'est pas on est de droite, mais pas comme le RN, attention? C'est là où je vous dis que c'est le drame. C'est qu'encore une fois, vous avez sûrement raison, Liselotte. C'est que vous avez sûrement raison. C'est leur façon d'exister. J'aime bien quand vous dites ça. Mais je peux le dire à chaque fin de phrase, si vous voulez. Mais non, mais vous avez sûrement raison. Mais c'est le drame. C'est-à-dire, et encore que je ne suis pas totalement d'accord. Si Bruno Retailleau avait... Encore une fois, c'est ce que j'ai essayé de vous dire, mais il peut allier, à mon avis, stratégie et conviction.
C'est-à-dire qu'il peut allier carrière personnelle en étant plus courageux et conviction en ne les reniant pas, en rejoignant d'autres gens, ou en tout cas en restant là où il est à sa place aujourd'hui. Et on en avait parlé ici même, je me souviens très bien, sur ligne droite, puisque, à mon avis, et c'était tout début, et c'est pas pour me la jouer justement Madame Irma avec le recul, je disais que si Bruno Retailleau appliquait, ou en tout cas tenait la même ligne ferme, sécuritaire, identitaire, etc., il serait très populaire. De fait, il l'a été, et c'est bien la preuve que la stratégie des LR de dire on est de droite mais pas trop, on est plus à droite que la Macronie mais moins à droite que Reconquête ou que d'autres, c'est une ligne en réalité qui est nulle. Et on l'a vu encore une fois à la présidentielle, on l'a vu aux législatives 22, 2024 et on l'a vu évidemment aux européennes. Donc je crois qu'ils se trompent, ils existent sur des séquences médiatiques, mais dans le fond, ils se retrouvent emprisonnés soit dans le gouvernement de centristes, soit ils se retrouvent enfermés dans un parti avec des gens, encore une fois, qui sont... pardon, moi je vous dis, Bruno Retailleau, j'ai aucun problème avec Bruno Retailleau. Xavier Bertrand qui vomit sur notre camp depuis des années, expliquant qu'il faut casser la gueule casser les mâchoires, je crois, des militants ou des députés du Front National. Ouais, pardon, moi c'est pas ma tasse de café. Effectivement. Vous avez raison, Lisotte. Merci. Alors, quand je dis que vous avez raison, si vous me dites que j'ai raison, on finit par tourner en rond, Stanislas. Oui, mais si je vous dis que vous avez raison, après vous m'avez dit que j'ai raison, c'est-à-dire que j'ai raison. Et donc je vais me faire un auto-compliment. Vous suivez, chers auditeurs, j'espère que vous suivez. Traduction, j'ai raison, et Liselotte, en me donnant raison, me donne raison. Voilà. Et je me donne raison. Enfin, bon, belle mise en abîme. C'est profond ce matin. Mais on est très philosophique sur Radio Courtoisie. Mais c'est l'addition. On est tous à moitié grippés. Enfin, moi, pas qu'à moitié. Donc, oui, vous avez l'air un peu. Bah, merci, c'est pas. On dit pas ça à une femme normalement. Mais non, mais je sais, mais vous êtes tellement rayonnante d'habitude, on sent que vous êtes un peu fatiguée. J'ai cru que c'était la fatigue. Je suis terne ce matin. Oui, j'ai la grippe. Je manque de galanterie parfois. Mais non, vous avez raison. Mais c'est le contraste par rapport à d'habitude, hein. C'est tout ce que je dis. Hein. Moi, je suis mal coiffé de temps en temps, voilà. Merci. Pas si c'est comparable, mais. Bon, revenons à Retailleau. Oui, Retailleau. Donc, certains expliquent aussi, mais ça tombe bien qu'on en parle maintenant parce qu'on fait aussi le bilan de notre entretien ce matin avec Charles Lalonde. Les chers auditeurs, vous pourrez le retrouver sur sur YouTube dans l'après-midi, puisque Louis le postera. Ce qu'il nous expliquait aussi, c'est que il ne faut pas sous-estimer les contraintes juridiques, législatives dans lesquelles se retrouve Bruno Retailleau. Effectivement, vous l'avez dit, c'est un homme de mots, il a ses séquences médiatiques, il essaie de s'afficher comme un homme fort. Charles Lalonde regrette justement qu'il se plie à tous ces rouages politiques et donc du droit. Justement, il fait le parallèle même avec un Donald Trump qui, lui, balaye tout ça d'un revers de main. Est-ce que la France est vraiment prête à changer, justement, cette tradition politique de rester bien dans les clous, de procéder selon ce qui a été établi et de suivre ce qui est convenu? Moi, je pense qu'elle est prête et qu'elle le veut et qu'elle le souhaite. Maintenant, et encore une fois, je reprends l'exemple. C'est important, quand Retailleau arrive, on se dit, il va jouer petit bras. Et en réalité, il a joué berger allemand, avec évidemment une blague par rapport au fait qu'il ait mis en avant ces chiens-là à l'occasion de sa communication. C'est parce qu'il a eu cette ligne très ferme qu'il est devenu très populaire. Les gens, justement, attendent un vrai changement. Ils en ont assez, et aujourd'hui, ça va être le sujet d'actualité, mais d'un conseil constitutionnel politisé, de juges politisés qui empêchent les politiques de mettre en œuvre leur action. Ça devient scandaleux, que ce soit sur les questions migratoires, sur les dépenses publiques. On en a parlé là, avec les aides au développement il n'y a encore pas longtemps. On se rend compte qu'on donne de l'argent au monde entier de façon absolument dingue, en faisant des dons. Alors il y a des prêts, mais c'est beaucoup de dons. Je crois que c'est 87% de dons pour alimenter des pays étrangers, pour les aider sur les questions de théâtre en Afrique. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais tout ça, c'est un coup de trait. Un coup de stylo, on supprime. Et on peut le faire. Mais à un moment donné, si l'on est convaincu que la situation est réellement très grave dans ce pays, on ne va pas s'arrêter à des espèces de faux barrages qui empêchent des politiques de faire leur travail. Et puis après, on se retrouve avec des gens qui nous expliquent « Ah oui, les politiques sont des traîtres, ils n'appliquent pas ce qu'ils ont dit de faire. » Oui, parce qu'ils se mettent eux-mêmes des contraintes. Après, la vérité, c'est que si on les respecte toutes, Retailleau ne peut pas faire grand-chose non plus. Il est quand même dans un gouvernement assez faible, avec une Assemblée nationale morcelée, et la réalité c'est qu'il n'est pas non plus soutenu par même toute la droite entre guillemets ou le camp national, évidemment pour des raisons stratégiques aussi, ne le soutient pas totalement, et c'est compréhensible d'un point de vue stratégique.
Mais Oui, parce que peut-être qu'il reste caché en s'imaginant, parce que quand on se demande, et si c'était lui, en parlant de Retailleau, on pense à l'homme providentiel, à un Retailleau qui pourrait pourquoi pas être un jour président de la République, dans ces cas-là, et peut-être qu'il a raison de rester caché dans un premier temps pour pas se faire couper l'herbe sous le pied et puis s'installer durablement. Bah oui, enfin à l'inverse, justement, il reste pas trop caché là en ce moment en allant à la présidence des LR. Il s'expose, il va mener une bataille face à Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez a beaucoup de défauts sûrement, mais il a une grande qualité, c'est qu'il est un homme déterminé. Et c'est un homme de campagne, il sait faire, il est unanimement reconnu comme l'un des plus brillants de sa génération intellectuellement. Ça ne va pas être facile non plus de faire campagne face à Laurent Wauquiez et puis de mener 2 fronts à la fois. Moi, je trouve ça un peu hypocrite d'utiliser l'argument il ne peut pas être président de parti et en plus être ministre de l'Intérieur. Je trouve ça un peu gros parce que Chirac, Sarkozy, même François Bayrou le sont, ou l'ont été ou le sont à la tête d'un parti. Néanmoins, c'est plus le fait de mener campagne alors qu'il est à Beauvau qui peut être un peu dérangeant. Quand on le voit en journée en train de s'occuper des problèmes les plus importants du pays et que le soir on le voit à Montparnasse dans un bar avec 120 militants jeunes LR, le contraste est un peu décevant, pour pas dire autre chose. Maëlys. Et après on change de sujet. Ah, cool. Est-ce que vous n'avez pas peur que Bruno Retailleau, si demain il est élu président de la République, soit finalement un clone de tous ces LR qui sont envoûtés par la compromission permanente, qui serrent la main à la Macronie plutôt qu'au Rassemblement national en continu? Est-ce que finalement vous n'avez pas peur que Retailleau soit une véritable fraude, puisque Sarkozy bis. Voilà, exactement. La petite différence entre Sarkozy et Retailleau, c'est globalement entre Retailleau et beaucoup de LR, c'est que les LR en campagne, ils ont des bras de bodybuilder, et au pouvoir, ils ont des physiques de bonhommes qui mangent du tofu toute la journée. Et c'est vrai qu'il a fait l'inverse. Donc là, jusqu'alors, c'est plutôt surprenant et plutôt dans le bon sens. Après, moi, 2 choses l'une, cher Maëlys. 1, je ne le vois pas gagner l'élection présidentielle pour le moment. Et de 2, là où vous soulevez un point très intéressant, c'est si demain Bruno Retailleau avait les cartes en main, à qui l'attendrait-il À qui tend-il la main Est-ce que c'est avec Éric Lombard, qui est socialo à la tête de l'État? Est-ce que c'est avec Monsieur Barrot, enfin, j'imagine que vous en avez parlé dans vos matinales, mais on a quand même un ministre des Affaires étrangères qui est pareil, un bodybuilder face à la Russie, enfin un bodybuilder vraiment à distance. Oui. Et puis quand il s'agit de l'Algérie, ou de d'autres pays du Maghreb avec qui on doit exercer des rapports de force, il n'y a plus personne. Là, ça parle ouzbek. Donc en fait, à un moment donné, avec ces gens-là, on va pas aller très loin, ça c'est vrai. Et le fait est que Bruno Retailleau a une solidarité gouvernementale, pour reprendre l'expression de Laurent Wauquiez. Enfin bon, jusqu'à quand ça va durer d'être avec des gens qui en fait lui mettent des bâtons dans les roues en permanence. Encore une fois, moi je me souviens d'une séquence qui m'a fait particulièrement, pas sourire, mais qui m'a particulièrement mis mal à l'aise. C'est dans l'émission Quelle époque sur France 2 avec Léa Salamé. Il y a le trombinoscope, on montre à Monsieur Barrot une photo de Bruno Retailleau et il doit réagir avec une phrase. Et là, il dit à ce moment-là, il regarde d'un air un peu grave et un peu malicieux, mi-grave, mi-malicieux. Il dit qu'il se méfie des influenceurs de Vendée. Et là, on se dit, ah ouais, on en est là. Le petit sous-entendu tranquille, il se croit très fin en disant les gens vont comprendre que c'est Philippe de Villiers dont je parle, sûrement les royalistes, etc. Enfin, on se dit, mais waouh, quel trait d'esprit! Ah oui, c'est ça, et c'est inquiétant parce que le Quai d'Orsay, qu'on en pense ce qu'on veut, c'est censé être la grandeur française. Enfin, c'est l'intelligentsia par excellence, c'est l'art à la française, la culture générale, les arts, etc. Et là, on a un lézard. Non, c'est un très mauvais jeu de mots, c'est très mauvais. Je m'arrête là, monsieur Barrot ne mérite pas de mauvais jeu de mots. Lâchez-vous, c'est l'addition. Non, mais je m'excuse auprès de monsieur. Je demande pardon à monsieur Barrot parce que ce jeu de mots n'était pas très bon. Non, mais c'est vrai. Et puis, méfiez-vous des influenceurs vendéens quand on peine à s'occuper des influenceurs algériens. Voilà, s'occuper des influenceurs algériens dont on a toutes les raisons de se méfier, c'est quand même un peu grotesque. On passe à la suite. Il nous reste, je pense, environ 10 minutes. Franck nous dira ça dans un instant. Raphaël Arnaud, mais on ne s'en lasse jamais, Stanislas. Les dernières frasques de Raphaël Arnaud. Eh ben oui, écoutez, parce que Raphaël Arnaud, on s'en lasse jamais, alors, malheureusement pour nous. Mais Raphaël Arnaud a posé une question hier au gouvernement sur l'attaque d'extrême droite
qui a eu lieu il y a quelques jours. Mais ce qu'il oublie de préciser à ce moment-là, c'est que c'est pas une extrême droite française, c'est pas des militants d'un groupuscule néo-nazi français qui a opéré cette attaque, cette agression il y a quelques jours. Et pour le coup, je vais vous lire le tweet d'un ami qui s'appelle Mathieu Louvès, qui dit « Attention aux fausses nouvelles d'extrême gauche ». Bon, il dit que l'extrême gauche n'a aucune dignité, nanana. Bon, ça, on est d'accord, mais bon, ça sert à rien de le lire. Les politiques comme la presse d'extrême gauche font croire à la France entière que des militants antifascistes auraient été attaqués au couteau par des militants d'extrême droite hier à Paris. Or, ces entre guillemets antifascistes sont en réalité des Kurdes, et les militants d'extrême droite, avec des guillemets, sont des Turcs. C'est donc une rixe entre deux communautés immigrées qui se retrouvent dans les rues de Paris et importent leur conflit chez nous. Bon, oui, moi, vous savez, l'extrême droite ou la droite étrangère sur notre sol, j'ai pas spécialement de sympathie avec. Et Raphaël Arnaud, qui se la joue lui en permanence antifasciste, se sert d'un cas qui n'a rien à voir avec la politique française pour faire son beurre. Et je trouve ça absolument hallucinant d'être un député de la République française et de passer sa vie à commenter des espèces de fantasmes. En fait, en réalité, il commente ses rêves, Raphaël Arnaud. Oui, et puis surtout, à chaque fois, prendre fait et cause pour de sombres groupuscules antifa. En fait, il faut imaginer une seule seconde la même chose à droite. Je pense que ça ferait bondir la classe politique. Et puis alors, lui, tranquillement, toutes les semaines, il nous explique à quel point il rejoint le combat des antifascistes qui sont tous à moitié des repris de justice, quoi. Ah oui, non, mais c'est... Oui, bah, allez-y. Oui. Aussi, j'ai essayé le micro n'était pas allumé. Mais... Franck, vous ne voulez pas qu'Adèle parle? Non. Tout simplement. Vous êtes comme Retailleau, quelqu'un d'engagé. Oui, c'est ça, je suis un rebelle. J'ai le pouvoir. Parlez maintenant. C'est vrai que je dis des choses souvent très dangereuses. Non, il ajoute aussi donc dans cette question au gouvernement que ces militants de droite se réjouissent des saluts nazis faits par Elon Musk. Donc il n'a toujours pas compris. Il revient en permanence en fait sur des sujets en fait qui ont été clos. Elon Musk ne faisait pas des saluts nazis. On le sait très bien. Les Français s'en moquent. Ah oui. Et les Français s'en moquent. Oui. C'est toute une élucubration. Mais c'est pas... Mais moi, au titre, il y a des gens de gauche que je comprends et je vois leur logique, etc. Quitte Raphaël Arnaud et quelques autres, genre Antoine Léaumont, moi, je me pose profondément la question de ce qu'il y a dans leur tête. Et ce qu'ils croient, ce qu'ils racontent. Le néant? Non, mais Léaumont est peut-être pas, je pense pas quelqu'un de foncièrement bête, loin de là. Il a une certaine culture générale, etc. Mais quand on le voit sur les réseaux sociaux, à l'Assemblée, se prendre pour Robespierre, etc., je me demande dans quelle mesure il joue un personnage ou pas. Tout comme Raphaël Arnaud sur Elon Musk, qui vraiment, face caméra, nous dit « Mais attendez, c'est des saluts nazis, etc. » Je me demande dans quelle mesure il y croit. Lui, qui est, et on le sait, à la tête, ou était à la tête en tout cas, du mouvement La Jeune Garde, à Lyon, où tout le monde sait très bien que c'est des gens qui agressent, qui se battent, ils ont leurs comptes Telegram où ils mettent en avant leur bagarre à 15 contre 1, à courir après des gens de droite, etc. Parfois, des gamins de 19 ans qui sont coursés à 10 contre 1 et ils sont très fiers de montrer qu'ils les ont rackettés. Enfin, on en est quand même là, sur Raphaël Arnaud qui est député de la Nation et qui donne des leçons de fascisme. Ils seraient cohérents, mais jusqu'au bout, mais qu'ils le disent. Parce que je pense qu'ils le pensent pour le coup. Qui disent, oui, écoutez, moi, les personnes qui ne sont pas de mon clan, je veux les combattre physiquement. Mais qu'ils le disent, qu'ils aillent au bout. Qu'ils soient cohérents, je pense que c'est sa conviction profonde, bah, tu sais qu'ils le disent. Et que les électeurs se fassent leur avis sur les méthodes de Raphaël Arnaud. Surtout, on a l'impression aujourd'hui que le combat de Raphaël Arnaud, c'est contre le nazisme. Est-ce qu'on doit lui dire ou pas que le régime nazi a chuté il y a des dizaines d'années? Maintenant, il y a... plus de 70 oui, je suis en train d'essayer de faire le calcul, mais... Alors oui. Déjà que je suis pas bonne en maths, mais alors avec de la fièvre, je vous raconte pas. Non, mais c'est vrai, mais c'est quand même hallucinant. C'est anachronique. C'est-à-dire qu'on continue à nous servir ça à toutes les sauces, mais les Français n'ont plus de quoi se chauffer en fin de mois. Ils peuvent pas faire sortir leurs enfants de l'école sans qu'ils se retrouvent à moitié égorgés. Et Raphaël Arnaud leur explique encore que le problème, c'est le nazisme. En termes de déconnexion, on fait difficilement mieux. Mais c'est Don Quichotte, il se bat face à des moulins à vent. Non, mais sérieusement, c'est et je me demande dans quelle mesure c'est un personnage. Enfin, j'y crois pas trop, hein, malheureusement, mais dans quelle mesure c'est un personnage pour exister sur la scène médiatique, ou s'il en est convaincu, mais comme vous l'avez très bien dit, vous avez raison, Liselotte. Nouvelle fois. Dire. Non, mais comme vous l'avez dit, on a des problèmes 1000 fois plus graves. Et encore une fois, moi, je suis très à l'aise là-dessus. Si des gens d'extrême droite ou des fascistes avaient à commettre un attentat en France,
je ne serai pas de leur côté. Enfin, ça paraît évident. Et nous, à droite, on n'aura aucun mal à les condamner, à dire que c'est une bêtise. Mais vous prenez pas trop de risques en disant ça, puisque... Ah, mais il y en a pas. Donc, vraiment très peu. Donc, évidemment, simplement, je veux dire, le type, mais même, il n'y a personne dans son groupe pour lui dire écoute, Raph, c'est cool, hein. C'est cool, t'as un combat, il est noble. Juste, est-ce que tu vois, il y a une question au gouvernement, est-ce que tu peux éviter de nous parler de nazis, tu vois, enfin, genre pour une fois, juste parle d'autre chose. Il y a Mayotte, il y a des gens qui n'arrivent pas à se chauffer, il y a l'augmentation des prix partout, enfin bon. Justement, concernant Mayotte, je crois que c'était il y a 2 semaines. C'est pris une déculottée, ouais. Et ouais, il y avait eu une scène assez lunaire au Parlement de Raphaël Arnaud qui s'était fait complètement remettre à sa place par Estelle Youssoufa, puisqu'il lui disait que il avait tout un concert elle n'avait rien fait, voilà, que la droite ne faisait rien pour Mayotte, quand lui il allait voilà. Mais pire que ça. Écoutez un soutien, et en plus comorien. Et j'attends, il dit qu'il est allé à un concert du rappeur Roft, je crois, en disant oui, il est comorien, etc., soutien aux Comores, etc. Et là, il est pareil, on se dit, il y a pas quelqu'un pour lui dire écoute, c'est cool les Comores. Vraiment, mais là, c'est cool. Là, juste veilleuse 2 secondes, tu laisses faire les grands. Manuel Bompard, il est un peu plus allumé que toi, il va prendre la parole. Mais il n'y a personne pour le dire. Enfin, moi, je me souviens des anecdotes qui étaient sorties dans la presse, comme quoi au RN, pour être très sérieux, ils avaient, je crois, Monsieur Labaille et Monsieur Chenu pour s'assurer que les questions au gouvernement soient cadrées, pour leurs députés, etc. Certains avaient eu la méchanceté de s'en moquer en disant ah ouais, enfin bon, ils ont besoin d'être préparés, c'est je sais pas quoi. Enfin, au moins, on n'a pas des sorties de route comme ça. Mais imaginez un député de droite arriver à l'Assemblée après le drame en Nouvelle-Calédonie, commencer à nous parler, j'en sais rien, des Australiens. En disant, oui, et puis les Australiens, ils ont une éducation. Je suis allé à un concert de Youssoufa, et Youssoufa nous a dit qu'en Australie, c'était chaud avec les nazis. Enfin bon, il n'y a personne pour lui dire stop. Ça suffit, enfin je sais pas, ça me paraît lunaire. Mais je pense que les Français ne sont pas dus petit à petit, ils s'en rendent compte quand même. Oui. Bah, j'espère. En tout cas, c'était un peu le bon signal à Villeneuve-Saint-Georges. Je pense que c'était un beaucoup de la part de Boyard, etc. Et on pourrait revenir dessus, mais on a vu en tout cas que pour leur filer vraiment une responsabilité directe, à savoir une mairie, bon bah les tours de passe-passe de LFI, ça suffit pas. Et d'ailleurs, moi je pense qu'il faut pas non plus être trop naïf, même les populations d'origine étrangère, etc. Bon, ouais, elles en rigolent aussi un petit peu, quoi. Enfin, elles se disent, ça va, bon, on est en France depuis 40 ans, on est noir ou arabe pour parler très clairement. Ils savent qu'ils se font pas, il y a pas des milices dans les rues qui les attendent en bas de chez elles, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai, voilà, c'est tout. Enfin, donc les gens sont pas non plus aveugles. Ça c'est, enfin, j'espère en tout cas, mais enfin, je sais pas. On se le demande parfois. Ouais. Non, mais c'est vrai, mais je pense qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des bêtas, quoi. Enfin, mais tout comme moi, j'aimerais que les filles s'expriment sur leur lutte intersectionnelle, qu'ils aillent expliquer à leurs électeurs justement de confession musulmane ce qu'ils pensent des changements de genre, ce qu'ils pensent de la GPA, ce qu'ils pensent de tout ça. Et qu'ils soient au clair avec leurs électeurs. Ça fait longtemps qu'on les a plus entendus là-dessus. Ah, mais ils n'y vont plus. De toute façon, c'est pas oublié. Les LFI ne va plus à aucun truc, ou très très peu, à peut-être RCA Soudel qui n'a pas compris la consigne. Oui, mais globalement, ils n'y vont plus. Ouais. Une nouvelle qui n'a pas compris la consigne. Ça fait beaucoup d'intellectuels chez LFI quand même. Hein. Ouais, ils en ont des bons quand même, globalement. Ils en ont des bons, entre Delogu, Arnaud, Soudé et compagnie. Delogu, moi j'ai une certaine affection pour Sébastien Delogu. Ouais. Ah oui, il a un petit accent. Il a un bel accent du Sud. Voilà, moi, c'est la seule chose que je trouve assez... On a la même chose sur ligne droite. Hein, Et j'ai pas dit, je ne trouvais pas Maëlys très sympathique. Maëlys à l'Assemblée, Richard de Sèze au Conseil constitutionnel. Chaque semaine, nous, on fait des plans sur nos prochaines nominations, c'est bien. Je peux être ministre de l'Information. Vous serez directeur de l'Arcom, Franck. Ah voilà, parfait. Ça me plaît. Vous vengerez de toutes ces sueurs froides que vous avez eu pendant des années. Je suis prêt à prendre la responsabilité. Magnifique. Ça m'honore. Ouais, bon. Il nous reste 2 minutes. On continue. Alors, on continue. Non, pardon, mais je me permets, mais c'est un autre sujet, mais très rapidement. Enfin, peut-être hier, on a vu que le Sénat avait adopté donc une proposition de loi pour interdire le port de signes religieux dans les compétitions sportives. Est-ce que c'est bon signe ? Est-ce que c'est un bon signe ? Est-ce que ça va ? On en a un peu parlé avec Maëlys ce matin. Attention à ce que vous allez dire, vous avez intérêt à être raison avec nous. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord ? Avec nous ou avec le Sénat ? Ah bah avec tout le monde, comme ça. Non, c'est une blague. Mais c'est un des sujets... l'interdiction, non mais donc c'était 210 sénateurs qui ont donc adopté cette proposition de loi pour interdire le port de signes religieux dans les compétitions sportives. Mais... Certains disent oui, c'est encore de
de l'acharnement contre les musulmanes. Ouais, mais en même temps, moi, ce que je trouve ridicule, c'est qu'on va jamais au bout, quoi. C'est-à-dire que oui, très bien pour les compétitions sportives, mais pourquoi? En fait, c'est toujours la même chose, mais si on considère que la compétition sportive, ce n'est pas normal, c'est ma position. Pourquoi on considère que dans la rue, ça l'est? En France, en tout cas. Soyons cohérents. Soit on dit le voile n'est pas un problème, et le voile c'est très bien, et dans ce cas-là, on l'autorise partout. Soit on dit non, le voile est un problème dans les compétitions sportives à l'université, et dans ce cas-là, on l'a dit, je trouve que c'est un peu cette position de cette droite molle, sénatoriale en l'occurrence, qui a toujours, voilà, ils ont le truc, ils sentent qu'il faut y aller, avoir une mesure un peu choc de droite, un peu identitaire. Ouais, attention, parce qu'en plus, ils n'ont pas précisé que c'était pour le voile. On comprend tous ce qui est visé derrière la mesure, mais c'est les signes religieux. Mais exactement, voilà. comme pour la burqa à l'époque. Mais comme pour la burqa à l'époque. Et l'excuse employée à l'époque, c'était de dire, oui, c'est pour des raisons de sécurité, comme ça on pourra savoir, pour pas se faire avoir. Oui, d'accord, mais en fait, c'est là où moi je comprends à l'inverse l'argument des gens qui disent, vous êtes contre l'islam et vous avez un problème, vous n'arrivez pas à le dire. Et moi, je pense que oui, il y a des gens, non pas que c'est contre l'islam, mais qui n'arrivent pas à avouer que oui, c'est des problèmes identitaires et pas des problèmes juste sécuritaires ou sportifs. C'est ce qu'on se disait ce matin, il n'y a jamais eu de problème avec les croix ou même les signes de croix avant des matchs de football. Donc si on se pose la question maintenant, c'est bien que ce qui est visé, a priori, c'est pas Neymar en train de rentrer au Parc des Princes. C'est ça. Voilà, bon, on finit sur ces mots, mais on pourra en reparler. C'est intéressant cette question du voile. Merci Stanislas d'avoir été avec nous, merci à toute l'équipe. C'était une édition un peu détendue, mais bon, ça fait du bien. C'est rarement très sérieux en même temps. Mais... Oh, arrêtez de nous dénigrer. Sérieux mais pas triste, voilà. Voilà, exactement.